OK, on commence avec Frank. Yann va être dans le deuxième segment. Frank, t'es salué. Quel genre de semaine, toi, mon ami Frank? Ben, écoute, malgré que ça suscite peu d'intérêt de ma part et celle de Yann, on suit quand même ce qui se passe avec l'élection. Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je suis normal que moi, j'ai aucun intérêt et que je suis absolument à rien de ce qui se passe? Quand je te dis à rien, c'est à rien. Ben, c'est une élection qui est pas suivable à quelque part. C'est parce qu'on n'est pas sur des thèmes normaux. C'est pas une vraie. En fait, c'est pas une vraie élection qu'on a. Si on était responsable, je pense qu'on aurait dû attendre à l'automne pour être l'élection, selon le vrai calendrier. Ben, en fait, il aurait dû soit la déclencher avant. Oui. Ben, c'est le NPD puis le Bloc qui avait ça entre les mains. Puis le plus drôle, c'est qu'eux autres sont en train de payer pour ce qu'ils ont fait. Là. Ben, je te dirais, c'est pas mal ma seule consolation. Là. Oui. Ça va peut-être envoyer le message dans le futur que si t'es un parti d'opposition, ton but, c'est de t'opposer, pas de pomper le dard du gouvernement en permanence. C'est peut-être parce que tant qu'à ça, pourquoi tu votes pour le NPD si tu peux voter pour la maison-mère? T'sais, les libéraux font le programme du NPD. Tu dis pourquoi je voterais pour le NPD? Il m'a voté libéral rendu là. Si vous ne proposez rien de différent, puis Justin fait la même affaire que vous autres, au moins mon député va peut-être être au pouvoir, va peut-être être ministre, va peut-être avoir des trucs pour mon comté. C'est de même que le monde pense au final. Fait que moi, je pense qu'ils ont ce qu'ils méritent. Le Bloc et le NPD ont ce qu'ils méritent. Mais c'est ça, moi, je pense qu'on aurait dû attendre un peu que la pression baisse. Mais l'intérêt général versus l'intérêt du parti politique, c'est pas la même chose. L'intérêt général, c'est de dire on devrait avoir l'élection la plus démocratique possible, que les gens votent en connaissance de cause, votent selon les programmes, votent selon les idées. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est une élection de peur, drivée par la peur, essentiellement une peur irrationnelle de se faire annexer, de se faire barouetter par les Américains, qui part d'une vraie crise qui a été déclenchée pas par nous autres. Là, ça, on a tout compris ça. Là. Mais au final, cette crise-là, elle est instrumentalisée. Elle est instrumentalisée pourquoi? Parce que, comme disait le bon docteur Arruda, la peur, ça nous fait faire des choses qui n'ont pas de crise de bon sens. Oui. Et ça, c'est peut-être c'est la seule vérité qu'il a énoncée dans sa vie, probablement, ce monsieur-là, mais elle était quand même assez puissante. Oui, mais ça, c'est avant que ça commence. C'est pour ça qu'il l'a dit là. Ben oui, puis il a lui-même oublié sa propre quote, finalement. Oui. Lui-même est devenu complètement débile. Avec la gang avec qui il était, là. Mais c'est vrai, c'est absolument vrai. Puis tu le vois, en fait, il y avait, je pense, le National Post qui parlait de ça un matin. Dans le dernier sondage léger, c'est clair. Là. Quand tu demandes aux gens pourquoi tu votes, les gens qui répondent pour du changement, ils votent Poilievre. Puis les gens qui répondent parce que j'ai peur, ils votent Carnet. C'est ça. Ouais. C'est aussi simple que ça. Est-ce que je peux te poser la question en tant que philosophe sur le fond de tout ça? Je sais que philosophie, tu es un bon, je dirais, même si tu as un diplôme en philosophie, tu as toujours été un bon sociologue, tu es capable de bien cerner le monde, de comment il pense, comment il file. Mais qu'est-ce que ça dit sur, justement, sur nous, ça, de voir que, tu sais, il y a des gens, regarde, moi, je suis un anti-tarif, là. Ce style de patente-là, j'haïs ça à mourir, là. J'haïs les taxes, j'haïs quand les gouvernements se mettent dans... Quand ils se mettent à aller dans l'économie puis qu'ils mettent des entraves à les échanges économiques avec trop de règles, ça fait trop de marde. J'ai ça à mourir. Mais je veux dire, j'ai pas peur de Trump. On est peut-être sur le bord d'une récession, peut-être même mondiale. On est peut-être sur une crise inflationniste. On est peut-être sur un paquet d'affaires. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de dire ce que je veux sur le sujet. Mais Chris, j'ai zéro peur, moi. C'est quoi ce feeling-là de peur que je ne pensais pas que les gens avec plus d'expérience que moi avaient. Tu sais, des gens que, quand j'étais plus jeune, je regardais, j'avais un respect pour eux autres. Même des fois, j'admirais certains. Puis j'étais certain que ces gens-là, ils allaient me guider, puis que si jamais c'était moi qui ai perdu, c'était eux qui allaient me donner la main, puis qui allaient me mener vers la protection, puis tout ça. Et depuis la COVID, peut-être même avant, je me rends compte qu'on est entouré de gens qui ont vraiment un bon bagage d'expérience, puis qui sont capables. Ils en ont vu d'autres. Ben oui. Et là, Chris, c'est les pires chieux de la Terre. Moi, c'est le bout que je ne comprends pas. Tu sais, je veux dire, OK, t'as peur. Tu peux avoir peur 30 secondes, là, après ça. Moi, je pensais que c'était juste les vieux qui avaient peur. Les vieux. Quand t'es vieux, t'as peur. T'as peur de tout. Là, je me disais, là, c'est pas ça, là. Là, la COVID, là, les vieux, ils ont peur. Les jeunes avaient moins peur. Mais là, c'est des jeunes qui ont peur, là.
Du monde jeune, là. Ouais, puis dans le COVID, t'en avais aussi. Là. Moi, dans ce temps-là, je restais encore sur la Rive-Nord de Québec, à Québec, puis on prenait des marches, moi et ma blonde, puis on voyait des gars de 36 ans qui font du vélo avec des masques. Là. Oui. Je voyais ça, là. Je me disais, voyons, mais ça va, même. Là. Et d'après moi, si t'es assez en shape pour faire du vélo, pense pas que tu vas mourir de ça. En tout cas... Yann s'est joint à nous en passant. En tout cas, t'as peu de chance. Mais en fait, je pense que tu regardes ce qui se passe en ce moment. J'ai fait un truc, j'ai écrit sur X là, juste avant de rentrer. Là, puis je pense qu'on a vraiment cerné c'est quoi qui manquait finalement aux États-Unis dans la campagne de Harris. C'était la peur. Parce que, tu sais, tout ce scénario-là de on remplace le gars à la dernière seconde, on fait croire que c'est un nouveau... C'est le même playbook que les libéraux ont utilisé. Ils ont changé à la dernière minute le chef. Ils nous font croire que c'est un nouveau parti qui n'a pas rapport avec celui d'avant, qu'il va faire du changement, qu'ils vont tout faire le contraire. Tu sais, Kamala, c'était ça aussi. Elle disait... Elle était rendue en campagne, elle était rendue pour tout ce qui a toujours été contre et vice-versa. Elle avait jamais dit des formes de police, elle avait jamais dit... Sauf qu'il lui manquait un élément pour que la mayonnaise pogne, et c'était la peur. Puis c'est pas qu'ils n'ont pas essayé, là. En disant à tout le monde, Trump, c'est Hitler, il a réservé le Madison Square Garden, pareil comme les nazis dans le temps. En 39. En 39, ils vont vous mettre dans des camps, mais pour une raison peut-être culturelle ou peut-être que les Américains sont pas assez branchés sur les médias traditionnels. C'est ADN aussi. C'est bien avant ça. Il y a un côté, tu sais ce qu'on pourrait dire des Américains, ils ont un côté arrogant, ils ont un côté dominant, ils ont un côté sur d'eux, ils sont les meilleurs, etc. Il n'y a rien qui va les coucher à terre. Les Américains ont pas peur. Tu sais, moi, j'ai découvert ça en 2008, quand j'ai parlé avec des Américains qui ont été portés les clés de leur maison. Quand ils ont vu qu'ils devaient 300 000 sur une maison qui avait payé 400 000 et qui valait 225 000, ils sont allés voir le banquier avec le sourire, puis ils ont collissé les clés. Même s'ils avaient mis 50 000 ou 70 000 de cash quand ils l'ont acheté 3 ans, 4 ans, plus de bonheur. Ils sont pas attachés à ça. Ils sont pas faits comme nous autres. Ils ont pas peur de faire faillite. Ils ont pas peur d'avoir des problèmes. Ils ont pas peur. Mais je trouve que ça fait partie maintenant de... Tu sais, des fois, on fait des livres là, sur l'ADN du Québec, l'ADN du Canada, des patentes de même. Oui, c'est ça. Ben ça, je pense qu'on fait partie... Tu sais, les Mexicains ne réagissent pas de la même manière. Et pourtant, ils vivent la même chose. Donc, on fait partie d'un peuple qui est un hostile peuple de momoun. Il faut arriver à cette conclusion-là d'une certaine manière. Mais les Canadiens, puis je vais laisser Yann commenter après, là, mais les Canadiens et les Québécois ont une chose en commun qui explique, à mon avis, le fait qu'ici, les campagnes de peur marchent. C'est que, puis prenez-le pas mal, là, ce que je vais dire là, mais c'est qu'en fait, on n'a jamais rien vécu. Tu sais, aux États-Unis, il y a eu une guerre civile, il y a eu le Vietnam, il y a eu plusieurs événements, il y a eu l'esclavage. Tu sais, ça a brassé, là. Imagine tes ancêtres, ils étaient d'un champ de coton esclaves, là. Tu en as vu d'autres, là. Je veux dire, tu en as vu d'autres. Nous autres, la dernière, même nous autres, notre révolution était tranquille. C'était ronron, petit patapon. On nationalise une école qui appartenait à un curé. Hey, wow, ça brasse fort. Tu sais, la dernière fois que ça a vraiment brassé au Québec et au Canada, c'est quoi, 1838? La rébellion des Patriotes, 3-4 gars avec des carabines qui ont fini pendus. Mais le FLQ. Le FLQ, mais c'est tous des événements que, à peu près, soit on n'enseigne pas beaucoup ou qu'on n'est pas trop familiarisé. Fait que le Canada, c'est une société paisible, calme, où il se passe rien. On n'a jamais eu de guerre civile, on n'a jamais eu de guerre intestine, on s'est jamais fait envahir, on s'est jamais fait attaquer, quand je dis jamais... Nos projets de société, c'est de couper des grosses carottes en petites carottes puis les mettre dans l'eau de Javel. Et tout ça, puis tu sais, oui, il y a eu des exceptions historiques. Là, on a déjà eu des guerres avec des vieilles histoires, mais globalement, il s'est jamais rien passé au Québec et au Canada. Puis c'est pour ça que je pense qu'on a peur à pas grand-chose. Tu sais, c'est pas nous autres qui avons reçu des avions dans des tours le 11 septembre 2001. C'est eux autres. Nous autres, on n'a jamais rien eu. Écoute, il y a un gars qui est rentré avec une carabine à la mosquée, puis on en parle encore 10 ans plus tard. Parce que c'est la seule affaire qui s'est passée. On parle encore de Denis Lortie.
On parle encore de polytechnique. Je comprends, je veux rien enlever à ces événements-là, mais Chris, on n'a rien vécu comme peuple. Il nous est jamais rien arrivé. On vit dans une genre de forteresse de safe space politique, puis on s'est jamais fait envahir, on n'a jamais été bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de Pearl Harbor canadien. Fait que tout ça, je pense que ça nous a créé une espèce de... Tu sais, dans le fond, on s'effondre devant pas grand-chose. On a peur facilement, plus facilement qu'ailleurs. Tu sais, les Mexicains, là, les cartels de drogue, le monde enlevé, le trafic humain, il n'y a pas ça ici, là. Tu sais, Jérôme, il nous le dit, Jérôme Blanchet-Gravel nous le dit. Il dit, écoute, j'ai parlé même en dehors, là. J'ai dit, comment ce que c'est? Il dit, le monde, là, tu sais, puis lui, il est dans des places, il n'est pas une place, il n'est pas à Cancun, là. Tu sais, donc, ils sont pas apeurés par le touriste qui lui raconte des histoires, des patents. Non, lui, il vit dans la vraie vie en plein cœur du Mexique, pour vrai. Oaxaca, je pense. Oui, le monde ne s'occupe pas de ça, là. Zéro de ça, là. On essayait, Yann, de découvrir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les... Tu sais, parce que ce que je disais, c'est que... Moi, je voyais des gens qui ont vraiment du... moi, je voyais des gens avec du panache à l'époque. Tu sais, quand on est plus jeune, on est impressionnable par certaines personnes. Puis là, ben, tu te rends compte, tu les as comme amis Facebook, tu te rends compte, tu leur as parlé, tu les as croisés. Finalement, tu pensais que c'était des gens qui étaient des genres de guides pour t'amener, tu sais, pour te bâtir, c'est des astis de chochoune. Écoute, je vais être un peu en porte-à-faux avec vous autres là-dessus parce que moi, dans ma tête, on est aussi humain que les Canadiens anglais, puis aussi humain que les Américains. Puis l'alignement des planètes qui s'est passé dans cette campagne-là, tu sais, j'en décroche pas, mais c'est les mêmes alignements de planètes, c'est les mêmes biais cognitifs qu'on subit que ce qu'on a vécu pendant la COVID. Tu sais, quand la crise de la COVID a fini, puis là, il y en a qui sortent du format, là, puis ils disent, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, tu peux être en crise, tu peux être en maudit après les dirigeants, tu peux vouloir les pendre à la limite, là, si tu veux, mais il y en a qui ont été loin. Mais si tu as un intérêt pour comprendre l'être humain, je pense que la révision un peu des événements est intéressante. La révision de dire qu'est-ce qui a amené ça? Puis quand tu fouilles, ce que tu vas toujours tomber, c'est ces fameux biais cognitifs-là qu'à peu près tous les humains de la planète ont. Et présentement, c'est ça qu'on vit. L'alignement des planètes de Mark Carney est tout simplement parfait. Puis dans 3 mois, on va tout le regretter, là. On va vraiment tout regretter de la décision de cave qu'on s'apprête à prendre, là. On le regrette déjà. Mais tu sais, t'es là, tu dis qu'est-ce qui pourrait être fait pour combattre ça, puis tu te rends compte que rien. C'est pratiquement impossible. Parce que premièrement, tu sais, atteindre les personnes qui sont présentement dans la peur, atteindre les personnes qui ont été manipulées par le discours médiatique, c'est premièrement extrêmement difficile parce que la société est fractionnée en plusieurs morceaux. Les médias, c'est des médias de niche maintenant. Chacun a son auditoire, les gens se parlent pas, les gens refusent de parler de politique en famille. Les gens refusent de débattre aussi publiquement. Tu sais, moi, je veux dire, on va faire une élection qui est à toute fin pratique une élection à 2 partis. Donc, moi, quand je regarde les résultats des sondages présentement, je m'attendrais, comme peuple civilisé, d'avoir un débat de 2 heures entre Mark Carney et Pierre Poilievre en anglais pour pas défavoriser Carney. Je m'attendrais de voir ça d'ici la fin. On l'aura pas. On l'aura juste pas. Ben non, mais c'est ça que ça devrait être. Non, parce qu'ils vont nous faire semblant que tous les autres sont importants alors que ça l'est zéro, là. L'alignement des planètes de Mark Carney est tout simplement incroyable. Il n'a pas été là assez longtemps pour que les gens fouillent dans ces vieilles histoires. Il veut mettre des taxes sur les vols d'avion, là. C'est même pas important, les gens s'en rendent même pas compte. Charney, moi, je vais dire pour Charney, ils s'en rendent pas compte. Ils sont pas, ça se rend pas à eux, ça va finir. Et malheureusement pour Poilievre, qui a plein de bons points quasiment quotidiennement, qui fait une genre de campagne un peu traditionnelle alors que c'est une campagne complètement irrationnelle et non traditionnelle. Il amène des bons points, mais ça touche personne, ces points-là, là. Lui, il a été testé depuis 2 ans, 3 ans. Il a été challengé par les médias. Il a été rodé. Ils ont préparé le discours. Ils ont préparé les vidéos. Ils ont préparé les points qu'il allait parler à chaque jour. Moi, sérieusement, la campagne conservatrice, c'est la meilleure campagne conservatrice que je vois depuis toujours, là. La campagne conservatrice, présentement, est meilleure que les campagnes conservatrices de Stephen Harper. Oui. Ils ont une excellente campagne. C'est leur meilleur score à vie aussi, en passant. Puis ils ont un excellent candidat. Il est très bon. Ben oui, il est très bon. Je peux y en vouloir sur quelques affaires qu'il n'a pas faites, n'importe quoi, mais si j'ai à le rater, il est très bon.
Puis, tu sais, il y a toutes sortes de critiques qu'on peut faire par rapport au podcast, mais tu sais, pour vrai, le podcast avec Olivier Primo, il a été bon finalement, ça a servi pour une classe de société, mais en bout de ligne, Maxime Bernier qui s'est tapé Alex Jones qui va se taper demain. Tucker c'est un bon Carlson. coup, là. C'est ce qu'il fait. Là. Tucker, il va voir Tucker, c'est un Christy de bon coup pour Max. À la limite, on pourrait quasiment le voir avec Joe Rogan, parce que ça ne changerait rien, il resterait à 1%. Oui. Parce que les Canadiens, présentement, sont dans une élection où est-ce qu'il y a des gens qui ont compris que la peur est artificielle, puis des gens qui ont peur pour vrai. Parce que Max Bernier, comme politicien, depuis qu'il est en politique, il est à son meilleur en ce moment. Pour vrai, mais ça ne change rien. Il va finir à 1%, parce que ça, Max Bernier peut avoir un bon résultat la journée que le candidat conservateur est un candidat à la O'Toole, à la Tasha Keridan, à la Jean Charest. Si Jean Charest est à la tête des conservateurs présentement, Maxime Bernier fait 12 à 15% dans les sondages. Tandis que là, avec Poilievre, les gens qui étaient dans le Parti conservateur, Poilievre et Max, c'était les deux gars un peu pareils dans le parti. Donc, oui, pas, définitivement. C'est la même aile, là. C'est l'aile économique de Stephen Harper. Maxime Bernier et Pierre Poilievre, là, c'est larron en foire sous le gouvernement Harper, ces gars-là. Là. Exact. Mais je pense pas que ce qu'on dit, tu sais, dans le fond, ce qu'on dit, c'est un peu la même chose, mais pris d'un angle différent, parce que si on reprend l'exemple de la pandémie, moi, je pense que ce que je disais avant, ça explique un peu pourquoi au Canada, on est devenu fou de même. Là. Parce que oui, tu as eu quelques places aux États-Unis qui sont virées sur le top avec la snitch line à Tampa Tim et compagnie, là. Mais tu sais, au final, les États-Unis, ils ont débossé de la peur COVID bien avant les Canadiens. Là. Et à mon avis, ça s'explique parce que le Canada, c'est un genre de place isolée du monde, un territoire nordique qui n'a jamais été attaqué, jamais été envahi. On a toujours été protégé. C'est une place de casque bleu. C'est une place paisible. Puis tu sais, l'aspect sécuritaire, toutes ces affaires-là, je pense que ça crée chez nous, pas tout le monde, il y a bien du monde qui ont peur de rien, puis il y en a d'autres qui ont peur de tout. Mais globalement, là, ça fait qu'on est une place plus vulnérable à à exacerber un sentiment de peur dans la population. Je suis d'accord. Le bug qu'on a présentement, c'est que officiellement, là, quand tu regardes les tarifs qui s'appliquent réellement au Canada, je veux dire, le débuzz devrait déjà être en cours. Je veux dire, sérieusement, il n'y a aucune raison d'avoir une hystérie collective pour un tarif sur l'aluminium, l'acier et les autos. Non. Il n'y a absolument aucune raison. On pourrait en avoir un sur les tarifs qu'on s'est mis nous autres mêmes. On pourrait être en crise. Là. Mais les gens ne le comprennent pas. Là. Mais là, on est dans un sentiment de peur. Il y a des gens qui sont encore dans le 51e État. Il y a des gens qui sont encore dans plein de monde. L'envahisseur des États-Unis. Plein de monde. Puis là, tu es là, tu dis, ouais, mais OK, le débat, il vient quand? Là? C'est parce que là, la menace n'est même plus réelle. Okay? Parce que la menace des tarifs était réelle jusqu'au 2 avril. Et le 2 avril, on a appris que pour le Canada, cette menace-là n'est absolument pas réelle. La menace est terminée pour le Canada. On s'en va dans une négociation d'accord de libre-échange en bonne et due forme avec les Américains. Et on ne se fait même pas menacer pour cette négociation-là. Tout le monde a convenu qu'après l'élection, on va négocier pour vrai. Fait que là, t'es là, tu dis, OK, la peur est où en réalité? Là, tu dis, oh, mais là, les marchés financiers. Ouais, mais les marchés financiers, c'est une réaction internationale aux tarifs internationaux c'est d'autres pays qui mènent d'autres guerres de tarifs avec Donald Trump. Mais pour le Canadien moyen, à la limite, Chris, Jeff, c'est une bonne chose pour nous autres. Les Canadiens, présentement, ont moins de tarifs américains. Ils ont fait les produits d'importation canadienne font face à moins de tarifs aux États-Unis que les produits d'importation européenne. Donc, les Canadiens sont présentement très avantagés par la guerre tarifaire. Oui. C'est ça le pire dans tout ça. Là, présentement, les Canadiens ont peur des tarifs de Donald Trump, alors que quand t'arrives puis tu dis, OK, là, on tasse toute la marde. Ils comprennent pas ça, là. Mais ils comprennent pas ça, zéro, là. Je sais, mais là, on est vraiment dans une situation qu'on en profite. Si tu t'en vas faire un post là-dessus, là, dans Spotted de marde, OK? On met cette vidéo-là. Je viens de te mettre la vidéo. Hey, la gang de marde 2. Écoutez bien ce que Yann a à vous dire que c'est une gang de peureux. Je mets la vidéo. Je vais avoir à peu près 32 likes, 25 commentaires. Quelqu'un met un brocoli vert, puis il vient de découvrir que la compagnie de Saint-Constant, son champ est en Floride. 554 commentaires, la chicane est pognée dans patente, ça se pogne. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, là? Tu sais, dire... Ça va débuzzer, hein? Au mois de juillet, là, ça va être fini, là. Quand on va faire négocier.
Le monde va débuzzer. Le Canadien, en plus, s'en va en série, quasiment sûr. Là, je veux dire, le monde va triper bien. Gros call, ça. Ça, c'est un gros call, là. Jerry. Non, mais pense-y, Jeff. On va le prendre. Tu réalises qu'on analyse la politique d'une place qui a changé l'heure de son débat parce que le Canadien jouait une game de saison qui est planifiée, l'heure et la date, depuis le mois de septembre. Ben oui. Ouais, c'est ça. J'ai peur de me faire annexer, mais Chris, quand même pas pour que tu me déranges pendant la partie de hockey. Non. Les tanks, là, les tanks qui attendront à demain pour traverser la frontière, moi, j'écoute le hockey. Oui, ben oui. Non, mais c'est pas sérieux ici, là. C'est pas un pays sérieux. Là. On a du fun beaucoup avec le compte de pilule bleue, c'est un site. Là. Ouais, les niaiseries qu'on est capable de mettre là-dessus, là, juste de par notre hystérie collective, c'est malade. Là. Mais le pire, c'est que les gens y croient, tu sais, je veux dire, on a l'impression que Frank, quand il compose quelque chose pour Pilule Bleue, on a l'impression que c'est vraiment assez saucé pour que tout le monde comprenne que c'est une joke. Genre. Puis finalement, t'es là, le monde y croit. Ben, c'est pas nécessairement une joke tout le temps. Là. C'est souvent quelque chose de vrai. Là. Mais là, t'es là, tu te dis, Chris, il faut-tu qu'on soit rendu d'une place de débile pour qu'il y ait des gens qui pensent que les niaiseries qu'on écrit là-dessus peuvent être potentiellement vraies? Là? Ah oui, mais ça en dit long sur nous autres puis sur la place surtout. Là. Mais passe de quoi? Mais les Canadiens en général, moi puis Jeff, on s'en est parlé, mais les Canadiens en général, on se surestime, c'est inimaginable. Canadiens et Québécois, là. On a une manière de se surestimer. C'est une vraie joke. Là. Parce qu'on a écouté le deuxième spot de la fausse française. Stradinsky. Puis qui parle avec... ouais, c'est ça. Qui parle avec chose. Là, puis là, elle dit... Ouais, mais là, lui, il dit... la santé aux États-Unis, c'est du commerce, c'est une business, mais pas nous. Hein? Nous, c'est important, la santé. C'est ça. Nous autres, on est très différents, on a des valeurs différentes. Ah oui. Et nous autres, il y a plus d'écureuils dans les hôpitaux que de docteurs. Là. Ben oui. Puis tu sais, on a des valeurs différentes, dit-elle, en réalisant le même playbook, la campagne Harris, de payer des stars pour faire des stunts avec eux autres. Oui, exact. Ça, c'est quoi? C'est Neil Young un matin? Là? Ah, excuse-moi, c'est une vraie joke, là, mais tu sais, la campagne d'Harris qui payait Beyoncé, Oprah et compagnie pour faire des faux statements de genre, ah oui, Kamala, c'est mon ami, puis tout. Ils font la même affaire au Canada tout en nous disant, hey, on est très différents des Américains. Ah ouais? Ah ouais? C'est juste que Cole Hogan arrive en déchirant son jacket. C'est qui? C'est Neil Young? J'ai vu Neil Young passer, moi. OK, mais Neil Young, ça fait 50 ans qu'il ne reste pas au Canada. Là. Ah ouais, c'est un Californien de San Francisco depuis toujours. Là. Attends, en tout cas, je me suis peut-être fait avoir par Mark Carney's ego. Là, des fois, je fais pas attention. Oui, mais c'est bizarre pareil, ça. Même Mike Myers, OK, chose Bobley, il est installé à Vancouver, à Burnaby. OK, il est installé. Mais les autres, tu sais, Mike Myers, là, ça reste pas au Canada depuis 30 ans. Là. Lui, il était à Much Music. Je sais, je l'écoutais. Il était à Much Music. Il faisait le show de péter la Much Music dans le temps. Puis eux autres sont partis, mais ils sont allés faire Wayne's World. Il n'est jamais revenu. Les deux sont jamais revenus. Les deux, c'est quoi, c'est Carvey, l'autre? Ils sont jamais revenus. Jamais. Je l'ai pas inventé, Jeff. Hein? Je l'ai pas inventé. C'est vraiment ça. C'est... le Parti libéral du Canada, ça prend plus que de la bravade pour affronter ce genre de menaces. Ça prend des stratégies solides et intelligentes. Monsieur Carney, je crois que vous êtes la personne qu'il faut. Ouais, okay, lisez la lettre de Neil Young en appui à Mark Carney. Ouais, Neil Young, c'est un méga anti-Trump, comme beaucoup de chanteurs. Méga. Mais correct qu'il le fasse. Et le problème, c'est Neil. Chris, d'abord, ça fait... j'haïs pas Neil Young là, comme artiste. Sauf que tu as eu tout le temps du monde de te réétablir quelque part au Canada. Pourquoi tu n'es jamais revenu? Pourquoi, si le pays est si grandiose, pourquoi, Mike, si tu es capable de prendre 50 000 $ pour venir voir, puis avec un compte de dépenses de 20 000, tu es capable de venir faire une annonce devant une fausse bande de hockey, tu es capable de venir, par la première chose que tu fais, après que tu aies fini le spot, tu recrisses ton camp dans l'avion, tu retournes chez vous? Moi, ça me prend pour un cave. On voit vers qui la campagne est ciblée, là. Et les références. Ah ben là, Streliski, je la mets à part, là, c'est un truc québécois là, pour essayer de plaire aux artistes. Là. Puis c'est probablement aussi parce qu'ils ont fait le tour du bottin, puis maintenant ils l'ont pris à l'envers. Là. Mais excuse-moi, là, elbow up, là,
Nous autres, au début, on était là, mais c'est quoi cette affaire-là? Puis là, on se faisait dire par des auditeurs un peu plus vieux qui nous suivent. Ben là, c'est référence à Gordie Howe. Tout. Là, je disais, mes amis, je vous aime, là. Gordie Howe, il a joué sa dernière game il y a 45 ans. Oui. Je commence à se faire que, tu sais, je veux dire, excuse-moi, j'en ai 35, là. Gordie Howe. Même chose pour Neil. Tu sais, je veux dire, puis Neil Young, je veux dire, c'est parce que là... il va avoir 80 quelques années, Neil Young. Là. Tu sais, Neil Young, là, son gros highlight de carrière, c'était en 1974 quand il a chanté à la TV pour la première fois, là, tu sais, dans une heure de grande écoute. Là. 1974. Puis après ça, bon, t'as eu Crosby, Still, Nash and Young et compagnie. Là, mais tu sais, 1974, là, je veux dire, pour moi, mon père allait encore à l'école secondaire. Là. Je veux dire, à qui vous vous adressez? Pas à moi, pas à mon père, à son père, à lui. Ben, il a 79 ans. Ils savent très bien à qui ils s'adressent. Là. Oui. Oui, c'est sûr qu'il y a une réflexion. Parce qu'ils savent que c'est là que ça se passe. C'est comme si François Legault engageait Michel Louvain pour faire une campagne de pub. Oh, ça se peut, ça a déjà été fait, ça? Ça se peut. Je pense que ça a déjà été fait. Ça se peut bien. Non, mais tu sais, tu fais une référence dans ta campagne à genre Pauline Julien. Là, tu dis, ouais, d'après moi, je suis pas sûr que les jeunes vont capter trop c'est qui. Là. Oui, exact. Comme, ouais, d'après moi, on est rendu ailleurs. Là. Ben même d'une certaine mesure, Mike Meyer, on n'est pas sûr que c'est pour nous autres, oui, là, les gens de 50 ans, mais quelqu'un de 30 ans, es-tu motivé par ça? Regarde. Question pour vous autres, surtout pour Yann, la tête économique de nous quatre. L'histoire des tarifs, ça va durer combien de temps avec la patente de la Chine? Si on regarde au niveau mondial, si on délaisse le Canada pour s'en va un peu plus large, est-ce que, d'après toi, c'est quelque chose qui va se régler vite? Parce que il y a beaucoup de... Tu sais, c'est une petite affaire, finalement, Canada-États-Unis. Oui, c'est gros pour nous autres. Oui, c'est gros pour... C'est comme... Même pour les Américains, dans une certaine mesure, le Canada, c'est comme une famille élargie des États-Unis. Donc, il y a comme un symbole derrière ça. La Chine a toujours été l'ennemi qu'on a dû se servir pour avoir un rythme de vie puis une qualité de vie beaucoup au-dessus de nos moyens depuis les 30-35 dernières années. Donc, ça faisait l'affaire en crise. Mais le fond, on les aimait pas. Un jour, il y allait avoir un clash, c'est clair. Puis là, la guerre est un peu pognée. Et ça, là, ça crisse le bordel pour vrai. Là. Canada, États-Unis, oui, un peu, là, dans l'automobile, quelques affaires d'avion, mais là, c'est à peu près tous les secteurs en ce moment d'activité. Parce que veut pas, les Chinois ont développé des expertises de produire beaucoup de choses pas cher. Avant, c'était juste du linge. Plus tard, ils sont devenus très, très précis dans leur manière de produire. Donc, ils font des pièces de tout, à peu près ce qu'on touche. Si tu as besoin d'une tondeuse, ben, la tondeuse est... Il y a pas mal de chances qu'elle est faite en Chine, même si c'est une compagnie américaine, même si c'est... C'est plus les Chinois qui produisent des chinoiseries, là. C'est d'autres pays maintenant. Là. Exact, c'est d'autres pays. Toutes les affaires cheap, c'est rendu le Vietnam, l'Indonésie, etc. Donc, eux autres sont rendus plus élevés un peu. Des fois, vous allez voir, Made in USA, mais quand vous regardez un peu, c'est, mettons, assemblé aux États-Unis. Donc, toutes les pièces arrivent dans des patentes différentes, puis là, ben, on monte la patente, là, tu te ramasses avec ton tracteur, puis tu passes ton gazon. Là, le tracteur, il n'est pas montable. Là, c'est tout. Je ne peux pas imaginer le nombre de coups de téléphone que Lutnick a par jour à Maison-Blanche en ce moment, incluant un paquet de monde. Tu sais, je vois même que Bill Ackman, il n'y a pas beaucoup ça. Là. Il a été très supporter de Trump depuis le début. Tu sens que là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont appuyé Trump, même au niveau des affaires. Donc, ils ont mis de l'argent dans le parti, qui ont... Et là, ils ont un très grand malaise avec l'histoire des tarifs. Puis, c'est parce que personne n'a dit « Make the recession great again ». C'était « Make America great again ». Donc là, il y a beaucoup de questionnements sur c'est quoi la finalité de tout ça, là? Ben écoute, historiquement, là, si tu arrives, on a enlevé Trump de l'histoire. Les guerres tarifaires, il y en a toujours eu dans plusieurs pays. Ça impliquait pas tout le temps les États-Unis, peu importe. Là, c'est pas nouveau que deux pays se pognent avec des tarifs. De la manière que c'est fait présentement par Trump, c'est historique. Mais c'est quand même pas nouveau que ça arrive. Historiquement, ça marche tout le temps de la même manière. C'est qu'il y a une escalade des deux côtés, puis jusqu'à temps que ça pète, puis que les deux économies se fassent tellement mal qu'ils reviennent de bord. Dans ce cas-ci, t'es comme un peu embêté parce que là, tu te dis,
Il y a un clan très nationaliste dans l'équipe de Trump qui croit les tarifs utiles, qui se foutent carrément de la théorie économique. Nick Navarro, Bessent est plus entre les deux. Là. Lui, il essaie de naviguer, il essaie de sauver les meubles. Lui, je le vois plus comme le gars qui essaie d'éteindre les feux que tout le monde allume. De l'autre clan, évidemment, Ackman, un bon exemple, Elon Musk de toute évidence, qui comprennent comment que les chaînes d'approvisionnement fonctionnent. Tu sais, je veux dire, ce qui est surprenant, en fait, c'est que tout ça arrive sachant qu'en 2020, on a fermé les chaînes d'approvisionnement. Oui, on le sait que c'est fragile. On sait comment que les chaînes d'approvisionnement sont fragiles. Oui. Puis quand ça pète, ça prend du temps à revenir. Tu sais. C'est comme si cet apprentissage-là, on l'aurait ignoré. Fait que tu sais, t'es un peu... Moi, je suis dans le clan des gens qui pensent qu'il y a quelque chose de brisé présentement par les tarifs avec Donald Trump, que ça va prendre du temps à réparer ça. C'est pas des impacts marginaux. Je pense pas qu'on va planter l'économie de 30%. Je pense pas qu'il va y avoir 25% d'inflation demain matin. Oui, sauf que dans l'inflation, on avait parlé pendant la COVID. Là, je regardais le graphique de Charlie Bilello là, qui est de ceux qui font les prédictions, qui ne s'étaient pas trompés pendant la COVID en passant. C'est du 6,7 pour les 18 prochains mois à venir. Là. Ben, ça, c'est une chose qui est fort possible. Au début, on voyait du 2,5. C'est 1% de plus que pendant la COVID où on a... Mais c'est parce que là, on n'a plus de marge. Puis là, présentement, ce qui est attaqué, c'est la confiance, dans le sens que il y a un autre indicateur qui est intéressant, c'est quelles sont les attentes d'inflation des gens. Fait que c'est des sondages qui sont faits. Et on a défoncé des records. On a présentement des attentes d'inflation à la population américaine qui sont plus élevées que 1980. Si vous l'avez vécu, l'époque 1980... Vous l'avez vécu, nous autres. L'inflation, c'était une plaie, là. C'était des magasins à grandeur dans une rue commerciale fermée. Oui, c'est ça. Placardés, là. Des papiers journal dans la ville. Des concessionnaires auto fermés un à côté de l'autre. Oui. Moi, ça, à mon avis, ça n'arrivera pas. Okay? Puis la raison pourquoi ça n'arrivera pas, c'est que les histoires de tarifs vont se terminer avant ça. Pour que ça se termine, il y a deux façons. Il faut que Trump aille chercher des victoires. Des victoires, même si ça a l'air moral, il faut qu'il aille chercher des victoires, puis lui-même va backer. Parce que tu le sens, là, il y a déjà, quand il arrive et qu'il dit « Ouais, la Chine, 145% de tarifs, sauf sur l'électronique, sauf sur les chips, sauf... » C'est 245 matin. C'est parce qu'à un moment donné, il se rend bien compte qu'il y a des secteurs qui sont trop névralgiques pour les mettre. Fait qu'ils ils sont pas caves, ils se rendent compte qu'il y a des affaires qui marchent pas. De l'autre côté, il faut que Trump ait des victoires. Fait qu'il va aller chercher chaque victoire morale, même si c'est des victoires anecdotiques. Il va aller toutes les chercher pour peut-être backer. Ça, c'est une solution. Par contre, si ça l'amène pas au congédiement de Nick puis Navarro, il n'y a rien de réglé. Pour que ça arrive là, malheureusement pour Trump, ça va passer par la Chambre des représentants. Moi, je pense que c'est là qu'il va perdre éventuellement. C'est la Chambre des représentants qui regarde le compteur de l'élection de mi-mandat arriver, qui à un moment donné va tirer à plat. Parce que l'état d'urgence maintenu artificiellement par Donald Trump pour qu'il puisse passer ses tarifs sans l'accord des chambres, ça peut lui être retiré, cette affaire-là. Et éventuellement, mon plan A, je te dirais, c'est ça qui va arriver. C'est qu'à un moment donné, les représentants vont perdre l'appui de trop de gens républicains dans leur circonscription, dans leur Parce que dans la population, ça, incluant les pro-Trump, là, ça fait mal, là. C'est pas quelque chose qui passe. L'histoire des tarifs, ça passe pas. Puis je comprends pas tu sais, tout le monde est content sur sa gestion, son leadership, l'immigration, couper dans le budget, avoir l'intention que si jamais le Doge est capable de se rendre à 1 trillion de coupes, de donner une partie de ça au monde. Tu sais, il y a plein d'affaires. Il y a eu des bonnes nouvelles cette semaine. Ils montraient comment que les gens, les employés du secteur fédéral acceptaient de plus en plus rapidement les packages offerts par leur département. Parce que le premier package qui a été donné, c'est on vous paye jusqu'en septembre, pas besoin de travailler, tout ça. Il y a des gens qui ont embarqué, mais pas tant que ça. Mais là, les packages arrivent directement de l'interne de chacun des départements. Oui. Et les gens les acceptent quasiment dans une proportion de 3 contre 1 par rapport au premier package. Enlève l'histoire des tarifs, là. Trump a une présidence qui est une des meilleures qu'on n'a pas vues au niveau de la liste de to-do qui est en train de se faire. C'est un des meilleurs 100 jours qu'on n'a jamais vu. Là. C'est vrai. Et les Américains sont contents de ça. Sortir les motets du pays, le monde est pour ça, là, à part deux démocrates. Oui, à part les médias qui capotent sur le gars là, qui disent qu'il n'est pas dans MS-13, puis finalement, on pense qu'il l'est. Là. On ne sait pas trop c'est quoi toute la patente. Mais anyway, les gens sont contents. Et l'histoire des tarifs, là, ça passe pas. Et Trump le sait, parce que, écoute, il est informé, à moins que les gens autour de lui font semblant que tout est beau.
Mais Trump le sait que c'est le seul à faire. Donc, je me dis, il va, à un moment donné, complètement débarquer. Moi, je pense que ça va arriver plus vite qu'on pense. Ben oui, Et je me demande s'il n'acceptera pas une défaite. Ben, en fait, non, il ne prendra pas la défaite. Dans le sens non, il n'expliquera pas de même. Là. Mais le plan est déjà établi un peu. Tu sais, la semaine passée, quand tu as Navarro et Lutnick dans les médias le dimanche, pour aller mettre le rubber stamp là-dessus, tu sais, qui dit les tarifs, ça va nous aider. Ça fait un peu partie de la stratégie de sortie aussi. Dire, vous autres, vous allez être les deux qui vont être flushés si ça ne marche pas, vos niaiseries. Moi, je pense que ça servait à ça, d'abord et avant tout. Bessent, lui, de son côté, qui essaie de sauver les meubles et tout ça, lui va être épargné dans cette histoire-là parce qu'il essaie de dealer avec les conséquences, et ainsi de suite. Mais Trump a préparé le terrain. Là. Il a obligé Lutnick et Navarro à mettre un gros rubber stamp, à mettre le face sur cette loi-là. Là. Puis ça, les bons politiciens font ça généralement. Ils vont, quand il y a une loi controversée qu'ils veulent passer, le ministre, au Canada, c'est ça qu'on fait, le ministre, c'est lui qui va aller la présenter. Ce ne sera pas le premier ministre qui va la présenter. Oui, je suis d'accord avec ça. Fait que, ce bout-là de la stratégie de sortie de Donald Trump est déjà effectué. Lutnick et Navarro ne peuvent pas survivre à une abolition des tarifs qui ont été implantés. Eux autres, ils vont être flushés directement quand ça va arriver. Pour reprendre une image québécoise de ça, avez-vous remarqué que depuis que Fitzgibbon s'est fait débarquer / mettre à retraite, on n'a plus jamais entendu parler des histoires de se laver avec un sablier puis de porter des cols roulés puis tout ça. Ils cherchaient un moyen, je pense, le gouvernement de sortir de ces conneries-là, puis ils ont enligné ça en dessous de l'autobus avec Fitz qui s'en va. Ouais. C'est souvent de même que ça se passe avec un gouvernement. Cette année, tu te rends compte, t'étais sur une mauvaise track. Comment je fais pour sortir de ça? De ça, oui, c'est ça. Sans que ça paraisse. Et mon feeling, c'est que Musk est très important dans la patente. Ben, il s'est calmé, hein? Oui, mais il est très là. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand je dis qu'il s'est calmé, c'est qu'il était en guerre face à Navarro. Puis à un moment donné, le lendemain ou 2 jours après, il a envoyé son fils avec Donald Trump dans une vidéo, puis tout ça. Puis là, tu dis, OK, il y a eu un talk entre les deux. Là. Voilà, c'est exactement où je m'en vais. OK? Donc, t'as la chicane qui pogne, ça sort dans le New York Post. Musk qui traite Navarro aussi cave qu'un sac de roche. Des patentes de même. Là, tu dis, en même temps, tu as eu les résultats financiers de Tesla qui n'étaient pas très bons, beaucoup de chars de moins vendus. Il y a des questionnements de la part des gros déteneurs d'actions sur l'implication en demandant à Musk, il faut peut-être que tu choisisses entre ce que tu fais puis la direction de Tesla. Là, pendant ce temps-là, il y a une rumeur comme de quoi qu'il te délaisserait un peu. Finalement, Trump a dit non, il va être là, il va aller jusqu'au bout de sa patente, mais il va s'occuper aussi de ses affaires. Donc là, on le voit moins. Mais quand même, Trump, il va pas au UFC un samedi soir avec Navarro puis avec Lutnick. Le samedi soir, il est à Miami avec X puis son père. C'est ça. Ils sont un à côté de l'autre. Donc, d'après moi, c'est clair. Dans l'avion, il y a aussi... Dans l'avion, il y a du monde, il y a Cailly qui est là, il y a un paquet de monde, mais il y a Musk, il a son propre jet, là. Il y a Musk, puis il y a X qui est là. Parce que Trump, il a l'air aimer X. Donc, ça veut dire des affaires. Moi, je pense que Musk... Ah non, c'est ça. Mais Musk, mon feeling, c'est que c'est le vrai conseiller de Trump. Ben maintenant. Tu sais, je pense que la guerre a eu lieu pour vrai dans le cabinet. Puis Trump a eu un défi d'unité. On l'a vu la semaine passée, là, faire le tour de son cabinet. Tout le monde présentait ses accomplissements. C'était quand même assez spectaculaire comme setup. Mais ça. Ouais. Je trouvais ça quand même bien. Puis, moi, en tout cas, les nouvelles financières, c'est à tour de bras. Puis, je m'en vais dans le très, très grand public, voir un peu c'est quoi que les gens pourraient lire ou tout ça. Puis, Lutnick et Navarro, là, on les voit plus du tout. Et là, on voit Bessent qui essaie vraiment de juste éteindre les feux un après les autres. Ben, t'as Lutnick qui était dans un podcast avec All In Podcast. Même chose, Bessent est allé là aussi. Lui, il est plus dans son monde un peu. Là. C'est un gars d'une intelligence tellement plus haute que c'est quasiment dur à suivre. L'autre, c'est un hyperactif, TDAH probablement. Mais il était là à ce podcast-là. Donc, tu vois qu'il l'envoie beaucoup dans des patentes de même pour essayer de s'expliquer. Peut-être, comme tu dis, une corde pour se pendre. Je sais pas trop. Là. Ouais, fait que moi, je me doute qu'éventuellement, ça va sortir. Le bout avec la Chine, c'est lui qui est le plus embêtant dans cette histoire-là. Parce que... honnêtement, le président chinois était tranquille depuis le début.
oui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a été réciproque. Il a augmenté les tarifs, ainsi de suite. Moi, je pense qu'ils peuvent arriver probablement avec un deal dans le futur. Ça se pourrait, je pense, que la Chine soit sacrifiée dans l'histoire, dans le sens que si on arrête les niaiseries tarifaires avec tout le monde, mais qu'il reste de quoi que la Chine, ça, je pense, c'est le plan A de Donald Trump. Puis c'est sa sortie un peu dans l'histoire, de dire s'il va rester un semblant de tarif éventuellement, puis ce sera la Chine qui va être sacrifiée. Mais historiquement, la Chine est extrêmement bonne pour contourner ça de toute façon en utilisant d'autres pays asiatiques pour aller passer ces trucs et arriver aux États-Unis sans tarif non plus. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires quand même assez louches. Même le bout de l'automobile avec le Canada, j'ai encore de la misère à me dire vraiment c'est quelles marques qui sont touchées par ça, parce qu'on dit il faut que tu sois compliant pour l'accord de libre-échange, ou si t'es pas compliant, très dur à trouver. Très, très, très dur à trouver. Moi, j'ai essayé de lire la patente au complet, je suis pas capable de trouver modèle, je suis pas capable de trouver compagnie, les usines, on n'est pas capable. Mon feeling depuis le début, là, c'est qu'il n'y a aucun tarif sur les véhicules canadiens, il n'y a aucun tarif sur les autos américaines depuis le début. Cette affaire-là de dire compliant, non-compliant, là, moi, j'ai l'impression que toutes les automobiles étaient déjà compliant de toute façon. Moi aussi. Mais ça, c'est le feeling que j'ai eu quand... J'ai essayé de le confirmer en le fouillant, je n'ai pas trouvé. Là. Mais ça, c'est le feeling que j'ai eu quand il l'a annoncé. Je me suis dit, finalement, ça ne touche pas les chars canadiens, américains. Ils sont dans cette entente-là. D'ailleurs, l'entente de libre-échange, c'est quasiment une entente de char, en passant. Là. Oh, quand tu lis, là, c'est quasiment une entente de char. C'est ça beaucoup, là, dans la patente. Là. Ben, ça, puis des produits alimentaires autres que lait, œufs, poulet et compagnie. Mais tu sais, si on revient à sa présidence de 2017, il y avait un bon article là-dessus dans le Wall Street il y a une couple de mois qui parlait justement, parce que la salve des tarifs, il y en a eu une aussi là, contre la Chine en 2017 quand quand il s'est vraiment installé puis tout ça. Là. Puis l'effet que ça avait eu, contrairement à ce parce que beaucoup de gens nous écrivent « Comprenez rien, s'il va ramener des business aux États-Unis. Ouais. » Been there, saw that. Ben, en 2017, ce qui est arrivé, c'est que les tarifs sur la Chine, oui, ont diminué les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis, mais comme Yann le rappelle, ce que ça a fait, c'est que ça a augmenté les échanges des États-Unis avec d'autres pays limitrophes, notamment l'Inde, le Vietnam, le Cambodge, d'autres pays dans ce coin-là de l'Asie. Pourquoi? Parce que les Américains ont un rythme de consommation et un rythme de vie. Nous, Nord-Américains, Occidentaux, appelez ça comme vous voulez, on a un rythme de vie et de consommation qui est basé sur des produits quand même bon marché et abondants. Et ça, on n'est pas capable de le faire nous autres mêmes sans diminuer notre rythme de vie. Ça, c'est évident. Je ne sais pas dans quel monde les gens qui pensent que c'est réaliste qu'on fasse des... Dans le contexte actuel, un iPhone aux États-Unis fait au complet, la supply chain, juste, c'est 30 000 $. Y a-tu quelqu'un qui va payer son iPhone 30 000 $? Voyons. Maintenant, là, tu vas aller au kiosque d'eau puis ils vont te proposer de mettre de mettre tes enfants en prêt sur gage pour te donner le téléphone. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Là. Mais ce que tu dis là, c'est important. Parce que, oui, la Chine est de moins en moins pas chère. Parce que les travailleurs se syndiquent, les travailleurs ont des moyens avec des meilleurs salaires, la classe moyenne améliore ses conditions, etc. Donc, il y a des affaires qui faisaient il y a 25 ans, 30 ans, que maintenant... Mais pour les Américains aussi, c'est qu'ils ont découvert, c'est que la Chine, à un moment donné, ça peut être vraiment un compétiteur au niveau géopolitique que là, t'es fourré. Donc, c'est pour ça que Apple est allé vers le Vietnam, est allé vers l'Inde. Donc, c'est pour créer à peu près des zones parallèles semblables. Quoique c'est très long, là. C'est des années et des années et des années pour bâtir tous ces réseaux-là de fournisseurs. Mais c'est que si un des trois chie, puis ça, je fais pas de jeu de mots, s'il y en a un des trois qui l'arrache puis qui est en guerre pour autre chose, tu es capable d'avoir ton stock pareil par les deux autres. Avant, on était uniquement concentré sur la Chine. Puis, oubliez pas une affaire. Derrière ces compagnies-là, au Cambodge, en Indonésie, au Vietnam, derrière ces compagnies-là, des fois, le capital, il est plus chinois que vous pensez. Là. Ben oui, il est chinois. Ah oui. À un moment donné, t'es là, tu dis, OK, on veut cibler juste la Chine. Tu te rends compte que dans notre économie mondialisée, c'est même plus possible. C'est quelque chose qui n'est plus possible. Fait que, tu sais, je suis quand même assez confiant que ça va se résorber à court terme. Je pense qu'on a quand même brisé quelque chose. Fait que moi, les gens qui sont... Qu'est-ce que tu veux dire par là, on a brisé quelque chose? Qu'est-ce que tu vois de briser? Quelles seront les conséquences de ce que tu vois de briser? On a brisé quelque chose dans la confiance des consommateurs. On a brisé quelque chose dans la confiance des investisseurs. Je pense qu'on a ralenti
des investissements de capitaux mondiaux. Je pense qu'on a augmenté les probabilités de récession. Fait que, tu sais, de toute façon, c'est quelque chose. C'est quelque chose, de toute façon, c'est un nettoyage qui était dû pour arriver à un moment donné. Fait que, tu sais, ça va finir par arriver. On est peut-être dedans sans le savoir trop. Fait que moi, je suis pas du clan des gens qui disent que demain matin, Trump fait un autre 180 degrés, laisse tomber tous les tarifs. Moi, je ne crois pas que les bourses reviennent au niveau qu'ils étaient demain matin. Là. Il y a vraiment beaucoup de nettoyage à faire. C'est la raison aussi pourquoi tu vois que c'est l'indice Nasdaq qui est le plus touché par les tarifs. C'est que tu sais, c'est-tu logique que le stock de Facebook mange une volée en bourse par rapport aux tarifs quand tu y penses comme du monde? Tu sais, je veux dire, c'est bon, OK, peut-être que les petites machines Quest là, de réalité virtuelle sont faites en Chine, là, mais tu sais, Facebook, c'est une compagnie qui est très virtuelle. Ben, tu sais, y a-tu de quoi de pire dans la vie, économiquement, puis dans la vie en général, que l'incertitude? Et là, le problème avec son comportement, c'est que là, il nous habitue, tu sais, c'est le Eternal Donald Trump Show, là. À matin, c'est ça. Après-midi, c'est une autre affaire. Demain matin, je reviens. Je décrète une pause. Je reviens. Voici des nouveaux tarifs. Un coup sur le pharmaceutique, un coup sur une autre affaire. Puis ça, mais veux pas, ça dérange le monde. Pourquoi? Parce que c'est comme pendant la pandémie. C'est ça. Ils faisaient ça de même avec la switch de nos droits. Puis notre OK, commerce ouvert le dimanche, non, on les ferme. Ça, c'est essentiel. Non, c'est pas essentiel. À soir, il y a une conférence de presse. C'est qu'ils vont annoncer encore que je vais avoir le droit encore de faire ça. Puis là, ben, maintenant, ils disaient, OK, maintenant, on repermet les rassemblements. Ben là, le monde, il se garochait pas pour faire des parties de 150 personnes parce que tu disais, ben, ça se peut que d'ici vendredi, ils remettent illégal encore. Ouais. En 2025, on a encore des conséquences de ça. Il y a des choses qui ont changé dans nos façons d'agir qui sont liées directement. Exact. Non, je comprends très bien ce que tu dis. Moi, d'une certaine mesure, moi, je suis. Regarde, première fois que j'ai entendu ça cet été, c'est l'histoire de tarifs. Je capotais. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Patente de péquistes. Puis, moi, ce que je vois comme conséquence poche, c'est que j'ai l'impression que on va avoir brassé toute cette marde-là et que à la fin, il n'y aura rien de vraiment changé. Il va y avoir la seule manière, moi, à mon avis, qui sort de ça en ayant l'air de gagner aux yeux des Américains, là, ceux qui sont geeks et qui suivent ça vont savoir que c'est un peu n'importe quoi, c'est il nous refait comme il a fait avec son tableau. Là. Sauf que dans le tableau de gauche, ça va être ce qu'il nous chargeait. Tableau de droite, ce qu'il nous charge maintenant. Puis là, il va dire Israël nous chargeait 10, maintenant c'est 0. La France nous chargeait tant, maintenant, nous chargeait 15, maintenant c'est 5. Eux autres, puis là, il va tout lister les pays qui ont convaincu d'abandonner certains tarifs, puis il va dire, regarde ce que je vous ai amené. Je suis un libre-échangiste. Voici les 50 pays qui nous chargeaient X, Y, Z, avec lesquels on s'est entendu et qui maintenant nous chargent 20% de moins 5, que ce soit vrai ou pas, que ces pourcentages-là existent ou pas. Ça sera pas important, mais il faut qu'il trouve une manière de faire ça. Parce que s'il fait pas ça, puis qu'en plus, il n'y a pas des milliers de business, comme certains me disent, qui vont arriver, qui retournent aux États-Unis. Mais ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est rêver en couleur. C'est une société avancée économiquement, puis qui est dans son évolution, elle ne retourne pas avec des hommes d'usine qui sortent avec de la suie noire dans le face en sortant à 5 heures le soir. Ça n'arrivera pas, là. Jerry, je voulais t'entendre. Tu avais l'air de vouloir dire quelque chose, Jerry? Mais moi ce qui est... Moi, je vois le Canada là-dedans. Là. Moi, ce qui m'énerve, c'est il va être où le Canada là-dedans? Là? Est-ce qu'on va être, nous autres, des espèces de genre de pariotes, en fait, du monde un peu à part, un peu de chummy avec la Chine, notre statut de pays ami, puis qu'on devient un genre de pays à watcher. Moi, c'est le bout qui m'écoeure au coton. Là. Moi, je ne suis pas de supporter ça. Là. Ben écoute, on n'a pas été maltraité, je trouve, dans l'histoire des tarifs. C'est un peu ce que je disais tantôt dans l'autre partie du show, mais quand tu prends vraiment du recul, tu es là, tu te dis, avec tous les tarifs qui sont appliqués un peu partout sur la planète, tu regardes le Canada puis le Mexique, puis tu te dis, crème, on avait l'air d'être les dindons de la face, puis présentement, on a des grosses victoires. Là. Je veux dire, les Américains, ils ont vraiment le goût de faire affaire avec les business canadiennes puis mexicaines présentement. Là. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas vraiment de tarifs. Là. Fait que t'es là, tu te dis, OK, on était comme les pires parias qu'il n'y avait pas. Finalement, on est rendu les meilleurs chums. Là.
C'est ça. Quand t'arrives, tu prends une déclaration de François Legault qui sort et qui dit voudrait peut-être être meilleur avec la Chine. Tu dis là, t'as calice. C'est ça. C'est n'importe quoi. Et ça, ce genre de patente-là fait des dommages pareils. Oui, ça, c'est ça qui fait des dommages. C'est ça plus que les tarifs en tant que tels. C'est plus les. Toute notre entente sur les F-35, on met ça de côté, puis on va aller chercher l'avion français qui date de 1974, qui est updaté à 2000. C'est n'importe quoi, là. À un moment donné, calmez-vous les nerfs. Comportez-vous comme des gens solides, qui ont un genre de côté professionnel, vous allez l'air à vous tenir debout. On dirait une gang de fillettes complètement perdues. Ça crie, ça beugle, ça braille, ça menace. Voyons, calme-toi les nerfs. C'est notre alignement nord-sud, là, qui est, autrement dit, Chris, on dit, moi, c'est ça qui m'accorde le plus. Moi, c'est des dommages à moyen, long terme. Que les États-Unis, ce n'est plus bien nos amis. Moi, ça me fait chier, vous ne pouvez pas savoir. Le dollar canadien par rapport au dollar américain, il a gagné 6 cents. Là. Ouais, ça, c'est... On est à 1,38 au lieu d'1,44, là, tu sais, je veux dire... Bonne débarque du dollar US, hein? Ouais, je comprends, mais je veux dire, vous comprenez que pour le Canada, c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein? Tu sais, c'est pour ça que l'hystérie médiatique que je vois au Canada présentement, elle me fascine, parce que je me dis, qu'est-ce qu'on a perdu vraiment, là? Parce que le tarif d'aluminium, 25%, en réalité, les Américains ne commandent pas moins d'aluminium, je suis pas mal sûr. Ouais. Mais cette hystérie-là, ça nous ramène au sujet qu'on parlait dans l'autre bloc. Mais ça met beaucoup d'entreprises dans le trou, par exemple. J'ai vu beaucoup de pirates à qui je parle qui ont, surtout des PME, ceux qui ont des bonnes entreprises là, qui brassent des millions, mais Chris, la liquidité est tough parce qu'il faut que tu payes ta patente avant. C'est tout un aria, là. En tout cas, c'est quand même pas évident pour eux autres. Là, oui. Je veux pas diminuer ce qu'ils vivent. Là, non, parce que j'en ai à qui j'ai parlé puis que c'est vraiment, vraiment, vraiment tough. Là. Ça a amené une complexité aux échanges. Alors que le libre-échange, c'est pas ça. Le libre-échange, ça devrait pas être ça. Là. Non, c'est ça. Mais cette hystérie-là, au final, elle sert à une chose. Et c'était de discarter Poilievre pour faire élire les libéraux. C'est à ça qu'elle servait. C'est à ça qu'elle servait de A à Z. Tout le reste, là, c'est des niaiseries de chroniqueurs puis de patentes qui s'inventent des histoires. Là. La réalité, les conservateurs, ils s'enlignaient pour se faire aligner 230 députés. Là. Ça écœurait beaucoup le système canadien pour qui le Parti libéral, c'est le parti de la gouvernance. Puis les autres, ça a servi cette affaire-là. C'est à ça que ça a servi. Cadeau, parce que pour le reste, là, si on était des êtres raisonnables là, et qui n'ont pas cet agenda-là caché derrière, qui est relié à un système de subvention pour essayer de survivre, parce que c'est au-dessus de 300 millions avec lesquels ils se font graisser, là, les différents médias chaque année, là. Si on n'avait pas ça, puis on était sur les vrais enjeux, il y a des adultes qui devraient dire tout pays, comme disait Napoléon, a la politique de sa géographie. Et nous autres, notre géographie, ça se trouve qu'on est collé sur les États-Unis, puis après ça, collé sur le Mexique, et on est condamné à s'entendre avec eux autres. Personne qui a eu cette maturité-là pour ça. On est condamné à échanger avec eux autres. Et oubliez ça que demain matin, nos partenaires principaux seront le Vietnam ou la Tanzanie ou l'Afrique du Sud. Ça arrivera jamais pour la simple et bonne raison que avec les États-Unis, tu peux faire voyager 14 000 trucks par jour entre la frontière. Ben oui. C'est pas le chiffre. Et de l'autre bord, là, c'est quoi que vous allez faire? Vous allez amener des milliers de containers de plus par jour, de paquebots par jour pour mettre des containers pour envoyer ça dans des pays qui n'ont même pas le cash d'acheter nos produits. Qui va les acheter? Voyons, c'est ridicule cette affaire-là. Puis je vais aller au fond de ma pensée, là. Mais ça sera le punch. Des histoires de tubes Est-Ouest, puis des investissements dans le gaz, puis des histoires de mines, puis de production de métal rare, puis c'est tout de la merde. Il se passera rien ici au Canada. Elle est là notre histoire. On va crever comme des rats. Et là, notre patente. Il n'y aura pas d'investissement ici, pas une crise de scène. L'étoile du match pour finir avec Yann et Frank. Jerry! Thank you, guys. C'est bien le fun. Yann et Frank, disponibles sur leur plateforme et Patreon. Thank you, les boys. On se rejoint mercredi. Take care.